Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La limitation de la vitesse à 80 km/h en discussion au Sénat, une mesure qui aurait renforcé le sentiment de déclassement des habitants en zone rurale. Selon certains parlementaires, ils proposent un aménagement du permis à points en fonction de la gravité des infractions. Le décryptage est à suivre. Nouveau déplacement demain d'Emmanuel Macron dans la Drôme. Le chef de l'État poursuit la promotion de son grand débat. Il rencontrera Laurent Wauquiez, le président du parti LR, lors d'un déjeuner avec des élus, alors que la plateforme recueillant les contributions connaît un véritable succès. Fin des prérogatives ce soir de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. L'occasion de tirer le bilan de ces 6 mois de travaux en attendant la publication du rapport sénatorial et les préconisations pour éviter des dysfonctionnements au plus haut sommet de l'État. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui, salle des conférences, et Alexandre Poussard dans l'hémicycle du Sénat, dans notre multiplex tout de suite. Un nouveau format pour un nouveau déplacement. Emmanuel Macron veut varier les plaisirs. Il sera demain dans la Drôme pour un déjeuner républicain. Parmi les invités, un certain Laurent Wauquiez, face à qui il aura à cœur de promouvoir le grand débat, alors que les contributions citoyennes affluent depuis le lancement de la plateforme. Jean Brabier. 8 jours après avoir été officiellement lancé, le grand débat national prend véritablement forme. La plateforme Internet est enfin accessible et le succès semble au rendez-vous. Chaque citoyen peut maintenant y soumettre ses idées et Sébastien Lecornu, co-animateur gouvernemental de cette consultation, affiche fièrement que le cap des 100 000 contributions a déjà été franchi en moins de 24 heures. Côté réunion publique, elle se multiplie aux 4 coins de France, initiée par des mairies, des parlementaires ou des particuliers. Du côté de l'organisation, les 5 garants nommés pour superviser ce grand débat ont présenté leur méthode de travail et affirmé leur indépendance. Le collège est bien sûr une instance indépendante, qui ne reçoit d'instructions de personne, qui ne rapporte à personne, si ce n'est à l'ensemble de nos concitoyens. Et notre volonté, à tous les 5, c'est de créer les meilleures conditions pour que ce débat soit pluraliste, transparent, respectueux des différences et donc fécond. Du côté de la présidence de la République, après 2 échanges marathons devant des maires dans l'Eure et dans le Lot, le format des rendez-vous élyséens va changer. Prochaine étape dans la Drôme, où Emmanuel Macron doit déjeuner avec une trentaine de représentants de maires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une réunion à laquelle Laurent Wauquiez, président de la région et patron des Républicains, doit participer, après un tête-à-tête en privé avec le président de la République. Et on prend tout de suite la direction de la salle des conférences pour une première réaction avec vous, Tam Tranui. À vos côtés, la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian. Quel regard porte-t-elle sur ce grand débat 8 jours après son lancement officiel ? Oui, effectivement, que pensez-vous de ces débuts du grand débat, Sophie Taillé-Polian, des débuts très largement incarnés par Emmanuel Macron par 2 fois la semaine dernière, et demain, il sera dans la Drôme, pas tout à fait sur le même format, nous dit-on, ça va prendre la forme d'un déjeuner républicain, puis d'une visite de sa part dans la Drôme. Écoutez, incarné par Emmanuel Macron, certainement, et notamment dans sa lettre aux Français. Alors il incarne peut-être ce débat, mais il oublie bien de poser la question du rôle et de la place du président de la République dans nos institutions. Tout y passe sur nos institutions, mais pas la place et le rôle du président de la République, alors même que, à mon sens, c'est bien ce rôle qui est remis en cause. Pour moi, il faudrait un régime où les parlementaires aient davantage de pouvoir par rapport à l'exécutif et où les citoyens aient davantage de moyens de prendre la main à certains moments et pas seulement au moment des élections. Donc vous jugez que tous les thèmes abordés par le grand débat ne sont pas au rendez-vous ? Bien entendu, quand on voit que donc il oublie évidemment de parler du rôle du président de la République. Et on n'a pas non plus le droit de parler de l'impôt sur la fortune, évidemment, ça n'y est pas. Et puis quand on parle de dire il faut des baisses d'impôts, donc des baisses de dépenses publiques, non, il ne faut pas forcément des baisses de dépenses publiques, mais peut-être un impôt plus juste. Et puis notamment baisser les dépenses fiscales, c'est-à-dire tout ce que l'État ne rentre pas
par cause de niches d'exonération diverses. Est-ce que vous allez participer au grand débat? De quelle manière? Est-ce que, comme parlementaire, on vous a demandé d'y participer? Alors pour ma part, je n'ai pas été sollicitée personnellement. J'y participe, je peux y participer à tel ou tel moment, bien au moment de cette interview ou à d'autres moments, parce qu'il ne faut jamais refuser des discussions. Mais il faut quand même faire attention à la façon dont elles sont organisées. Par exemple, quand vous avez un président de la République qui fait un grand numéro, où effectivement il répond aux questions, mais après on ne peut pas redébattre avec lui. Donc c'est uniquement dans un sens et ça finit toujours par quelque chose qui reste finalement assez plat. Mais en même temps, si vous n'y participez pas nécessairement, vos idées ne pourront pas se retrouver dans la synthèse, dans ce qui s'y retrouve à la fin. Alors, dans le cadre du mouvement auquel j'appartiens, Génération, nous allons faire des propositions, et je fais partie de ceux qui y travaillent. Des propositions sur la justice sociale, sur la justice fiscale, des propositions aussi pour revitaliser la démocratie. Mais je le disais, ce n'est pas seulement les questions qu'il a posées, mais bien d'autres encore, celles justement qu'il n'a pas voulu poser. Les débuts de ce grand débat sont marqués par une polémique sur la participation de Marlène Schiappa à une émission de Cyril Hanouna où elle dit qu'elle va participer au grand débat aussi de cette façon-là. Elle a été très chahutée, très critiquée. Tout d'abord, est-ce que vous jugez que cette participation de Marlène Schiappa est justifiée? Mais écoutez, pour moi, dans ce type d'émission, et surtout avec un présentateur qui a à maintes reprises démontré des penchants pour l'homophobie, des penchants pour le sexisme, dans une émission où on a régulièrement une humiliation publique des gens qui participent, de certaines personnes. Écoutez, je ne crois pas que ce soit la place d'une ministre des droits des femmes, et que donc pour moi, c'est vraiment une très mauvaise option, un très mauvais choix. Est-ce que pour autant vous jugez les critiques dont elle a fait l'objet justifiées, notamment celle de Christian Estrosi ce matin qui a dit que sa place pourrait être au journal du Hard? Mais non, bien sûr, mais il faut arrêter aussi ce genre d'attaque sur la personne de Marlène Schiappa, qui est une femme, qui a des positions sur les droits des femmes qui sont tout à fait honorables, mais qui, là, à mon avis, commet une faute en tant que ministre, d'aller sur un plateau où on ne se donne pas les conditions d'un vrai débat, mais où on est dans le spectacle, dans le show permanent, et dans le show avec un grand manque de dignité. Bien, merci beaucoup Sophie Taillé-Polian d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et vous venez d'en parler, la polémique rebondit sur la participation de Marlène Schiappa à l'émission de Cyril Hanouna. Elle a dû s'en expliquer hier lors de la séance de questions d'actualité au Sénat. Je vous propose de revoir le débat. Madame la sénatrice, il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent toutes les semaines l'émission de Cyril Hanouna. Est-ce que ces centaines de milliers de personnes sont des citoyens comme vous et moi, comme les gens qui écoutent France Culture, comme les gens qui regardent Arte? Le grand débat national voulu par le président de la République et organisé par le gouvernement sous la surveillance des garants, sous l'autorité du Premier ministre pour l'organisation de ce débat, est d'ailleurs très bien organisé par mes collègues Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu, dont je veux là saluer la mobilisation exceptionnelle en un temps record. Eh bien, ce grand débat national, il vise à parler à tous les citoyens. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone, Madame la sénatrice. Le mépris de classe d'une intelligentsia et d'une forme d'élite politique qui voudrait s'arroger la seule responsabilité politique et la seule capacité à accéder au débat politique et au débat public, c'est ce mépris de classe qui a nourri en partie le mouvement des Gilets jaunes, qui en veut non seulement au gouvernement, mais à l'ensemble de la classe politique. Je crois qu'on ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999, ne vous en déplaise. Voilà, et depuis, Marlène Schiappa a fait l'objet de vives critiques. Tam Tranui l'a rappelé, dernière en date, cette intervention de Christian Estrosi. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a donc lancé un appel au calme. C'était ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Écoutez-le. Qu'on puisse aller sur une antenne où sans doute les téléspectateurs ne sont pas des habitués de la chaîne que vous représentez parce qu'ils ont des habitudes de consommation télévisuelle différentes, mais où on puisse parler de ces débats qui sont des débats importants pour le pays, dans un moment particulier de l'histoire de notre pays, dans un moment où on a, pendant 2 mois, l'envie d'ouvrir les fenêtres, de respirer, de faire respirer cette démocratie, eh bien là, certains nous disent, voilà, vous avez le droit de respirer de l'oxygène et de l'air frais, mais vous ne pouvez le faire qu'à certaines conditions, que dans certains endroits, qu'avec certaines personnes. Ben, on marche sur la tête. Et moi, je leur dis, c'est très bien qu'on puisse aller parler aux téléspectateurs de l'émission de Cyril Hanouna, c'est très bien qu'on puisse aller sur différents formats. Ce débat, il n'y a pas dans la République de lieu interdit pour débattre. Il ne faut pas en avoir peur. Et bien au contraire, il faut encourager ces initiatives, et c'est mon cas. Je ne reviendrai pas sur les propos d'une rare misogynie à l'endroit de Marlène Schiappa.
Enfin, malheureusement, on y est presque habitué. Croyez-moi, on ne s'y habituera jamais et vous nous trouverez toujours très combatifs sur ce terrain-là. Voilà, et on ouvre à présent notre page consacrée à l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Le Sénat examine en ce moment même en séance une proposition de loi pour aménager le permis à points. Les sénateurs ont d'ailleurs rappelé leur souhait d'adapter la réduction de vitesse aux réalités de chaque territoire. On va en parler dans un instant avec mes invités. Mais avant cela, on prend la direction de l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard. Où en est-on dans l'examen de cette proposition de loi cet après-midi ? Écoutez, Delphine, les sénateurs continuent de débattre. On en est à la fin des débats. On va bientôt voter sur l'ensemble du texte. Mais alors, cette proposition de loi, elle a pour objet de contourner un peu la nouvelle limitation à 80 km/h. Concrètement, ce texte prévoit que quand un conducteur perd un point pour un excès de vitesse léger, par exemple, eh bien, il peut récupérer ce point au bout de 3 mois et plus au bout de 6 mois, comme c'est le cas actuellement. Cette mesure atténuerait donc l'effet de la limitation à 80 km/h, qui est vraiment le fond du problème, et notamment pour la sénatrice centriste Sylvie Goy-Chavent, l'auteur de cette proposition de loi. Écoutez-la. Le gouvernement nous assure que l'abaissement de la vitesse à 80 km/h a fait baisser la mortalité routière et je souhaite de tout cœur que ce soit effectivement le cas. Cela étant dit, il nous faudra bien fixer des limites. Pour lutter contre la mortalité routière, pourquoi ne pas limiter partout la vitesse à 70, 60 ou même 50 km/h ? Avec une limite à 50 km/h, sans doute, la baisse de mortalité serait-elle spectaculaire. Mais à quel prix sur le plan économique ? Et nos concitoyens seraient-ils prêts à l'accepter ? Alors la majorité sénatoriale est globalement opposée à cette application uniforme des 80 km/h sur tout le territoire, mais la commission des lois est également opposée à cet assouplissement du permis à points. Écoutez le rapporteur socialiste du texte, Jean-Luc Fichet. La première raison, la réduction de la durée de récupération de points pourrait constituer un signal négatif en matière de lutte contre l'insécurité routière. Il existe en effet un risque important que les conducteurs, certains de récupérer leurs points plus rapidement, adoptent des comportements à risque. 6 mois est déjà une durée courte. Si nous la réduisons, nous risquons de nuire à la vertu pédagogique du permis à points et à son efficacité en matière de lutte contre les infractions routières. Et dans ce débat, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est également opposé à cette proposition de loi, a indiqué que les services de l'État mettaient en moyenne 2 mois pour traiter un dossier de perte de points. Une durée donc de 3 mois de restitution de ce point serait donc un peu juste pour bien traiter les dossiers. Et puis Laurent Nunez a également rappelé que la limite des 80 km/h était expérimentale et que c'est le grand débat national qui va trancher la question. Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions et on vous retrouve dès que l'on connaît l'issue du vote en séance. En attendant, retour salle des conférences avec vous Tam Tranui. À vos côtés, le sénateur LR de l'Ardèche, Jacques Genest. Oui, Jacques Genest, vous aviez porté tôt dans l'hémicycle la voix des territoires ruraux, la gronde qu'il y avait dans ces territoires ruraux qui a commencé avec les 80 km/h. Est-ce que vous jugez que l'exécutif commence à vous entendre aujourd'hui? On a entendu une inflexion la semaine dernière d'Emmanuel Macron sur les 80 km/h. Il est évident que cette décision de 80 à l'heure était la parfaite décision technocratique et parisienne, qui n'avait aucune réalité sur le terrain. C'est vrai que le 3 et le 30 octobre, j'ai soulevé le problème de la ruralité et malheureusement, j'ai prévu 15 jours à l'avance ce qui allait se passer et qui continue à se passer, le malaise de la ruralité. Le Sénat avait travaillé là-dessus. Michel Raison, dans sa commission, démontré que les 80 à l'heure systématiques, c'était idiot. C'était idiot. Alors, ce sont des décisions qu'il faut prendre au niveau local, au niveau du département, oui, quand on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a des routes plus ou moins dangereuses. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'immense majorité des routes sont départementales, l'État n'ayant plus beaucoup de routes nationales ou communales. Et je crois qu'il faut laisser aux acteurs locaux et les préfets pour mettre à 80 à l'heure là où c'est dangereux et laisser à 90 à l'heure là où c'est pas dangereux. Alors c'est vrai qu'à ce moment, c'est difficile de dire si la mesure est efficace parce qu'il y a très peu de radars qui fonctionnent maintenant. Oui, beaucoup ont été cassés, effectivement. Oui. Justement, Jacques Genest, demain, vous allez voir Emmanuel Macron, vous allez participer à ce déjeuner républicain en tant qu'élu de l'Ardèche. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous comptez lui parler des 80 km/h et peut-être d'autres sujets? Oui, alors donc demain je suis à Valence en tant que président des maires ruraux de l'Ardèche que j'ai créé il y a 20 ans et qui regroupe 75 à 80% des élus des communes ardéchoises. Je vais d'abord le remercier de nous inviter à ce débat, mais comme je lui dirais, on est là, vous allez nous écouter, j'espère que vous allez nous entendre surtout.
Et je rappellerai qu'au-delà des décisions légitimes, des revendications légitimes des Gilets jaunes, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est les 80 à l'heure. Et qu'est-ce que vous allez lui demander alors? Déjà, je trouve qu'il a fait une petite avancée. Je pense qu'il faut revenir, vous savez, dans la vie, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on s'est trompé. Mais en revanche, on a entendu Laurent Nunez hier juger déjà que le premier bilan des 80 km/h, il était positif. Il a même avancé un chiffre, moins 13% de mortalité, même si on imagine bien qu'on ne peut pas tout imputer à l'expérimentation des 80 km/h. Oui, parce que ces statistiques dépendent de beaucoup de choses. D'abord des conditions climatiques, malheureusement d'un grave accident qui entraîne beaucoup de victimes. Dans la Drôme, je crois qu'il y a eu une expérience sur la RN7, et je crois qu'on n'a jamais eu les résultats. Tout à l'heure, vous en avez parlé, vous m'avez parlé de la question des radars. Alain Fouché, dans l'hémicycle, tout à l'heure, a dit, justement, vous voyez bien, il y a une baisse de la mortalité alors qu'il y a de moins en moins de radars. Il a mis en cause l'efficacité des radars. Est-ce que vous le suivez dans son raisonnement? Alors, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de radars, il y a de moins en moins d'accidents. Alors, si les contestataires se sont fixés sur les radars, c'est bien que c'est un problème. C'est un problème. Donc, je pense qu'il faut des radars. Il faut bien sûr contrôler. Moi, je suis un peu plus ancien, donc j'ai connu la période où on a commencé à limiter à 110 à l'heure. Je crois que 90 à l'heure, c'était pas mal. Ça permettait de doubler des camions. Là, aujourd'hui, ça commence à être très critique dans nos territoires ruraux. Et peut-être qu'un jour, il faudra s'interroger sur l'état des routes. Parce qu'est-ce que nos routes sont encore capables d'assurer tout ce trafic? Et je crois que là, comme ça demande des sous et ça ne rapporte pas comme les radars, personne ne s'interroge là-dessus. Bien, merci beaucoup, Jacques Genest, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tim. Mais avant d'ouvrir le débat avec mes invités, on va retourner en séance, puisqu'on a le résultat du vote, Alexandre Poussard. Ah oui, Delphine, les sénateurs viennent de rejeter cette proposition de loi aménageant le permis à points. Je vais vous donner les chiffres. 341 suffrages exprimés, seulement 46 voix pour cette proposition de loi, essentiellement constituée de sénateurs centristes, et puis 255 voix contre cette proposition de loi, avec la droite sénatoriale, la gauche du Sénat. Notez que la droite sénatoriale est contre ce texte, mais également contre l'application uniforme de la limitation à 80 km/h. Merci beaucoup, Alexandre. Et on va poursuivre sur ce thème avec mes invités ici présents. Pierre Calvin, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Vous êtes président de Route de France. Également sur ce plateau, le sénateur Michel Raison. Bienvenue à vous, sénateur LR de la Haute-Saône. Et puis Fabrice Hamelin est également avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Michel Raison, on vient de le voir, au-delà de cette proposition de loi sur l'aménagement du permis à points, c'est toujours cette question de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h qui cristallise les débats ici au Sénat. On a entendu votre collègue de l'Ardèche, il y a quand même une inflexion de la part du gouvernement. Là, vous dites, il faut continuer sur ce point, il faut carrément abroger cette mesure. C'est pas les propositions. On n'a pas demandé d'abroger la mesure. Moi, j'avais dit au Premier ministre, je ne suis pas là pour vous offenser, je ne suis pas là pour vous faire reculer, mais je suis là pour vous dire que cette mesure est tellement peu comprise qu'on est au zéro acceptabilité et que vous êtes en train d'allumer une mèche qui sera peut-être difficile à éteindre. Et je lui demandais d'être plus intelligent dans la mesure. C'est les propos exacts qui ont été repris par le président de la République, parce que cette mesure était contre-productive. Technocratiquement, je ne suis même pas sûr qu'elle soit complètement exacte, mais avec toute la psychologie de l'ensemble des conducteurs et des citoyens, on prédisait que ça pouvait difficilement marcher. Donc ce qu'on préconise, et en même temps ça a un double avantage qu'on préconise, d'être plus efficace d'une part, et de rapprocher la démocratie du citoyen. On sait, le président Larcher dans ses vœux l'a dit hier soir, si on veut avancer dans notre pays, il faut qu'on améliore la décentralisation. Mais de la vraie décentralisation, pas que le lendemain les hauts fonctionnaires reprennent le pouvoir. J'ai rien contre les hauts fonctionnaires. Mais il faut que la démocratie soit la plus proche des citoyens possible et il faut leur redonner la parole au plus près. Voilà. Et donc, notre proposition a un double avantage. Il semblerait que le président de la République soit quasi prêt à faire des propositions dans ce sens. Pierre Calvin, est-ce qu'il faut revenir sur cette mesure? C'est compliqué, une fois que ça a été mis en place, de revenir à, par exemple, aux 90 km/h. Non, mais je pense que dans les propos de monsieur le sénateur, c'est pas de revenir à 90 km/h forcément. C'est surtout, je crois, d'adapter la vitesse en fonction de la capacité
à recevoir les véhicules. Quand je dis ça, c'est tout simplement la variété de notre réseau routier. Et quoi de mieux, effectivement, que de laisser au terrain, sur place, la capacité à juger de la qualité de ce réseau. On a aujourd'hui des routes qui sont limitées de la même vitesse, qui font 6 mètres de large, donc 2 voitures se croisent à peine, d'autres qui font 8 mètres de large, avec des accotements qui sont stabilisés, avec du marquage, avec de la signalisation verticale, d'autres qui n'en ont pas. Il faut savoir qu'on a quand même... En même temps, si vous pouvez nettoyer ça, d'ailleurs, 70, 80, 90, à quelques centaines de mètres près. Les automobilistes peuvent être perdus parfois. Donc si l'intelligence des territoires pouvait nous nettoyer ça serait productif. Voilà, je crois qu'il y a vraiment une adaptation de la vitesse en fonction de l'infrastructure. Je donne un seul exemple en termes de sécurité. On roule à 130 sur autoroute avec le même véhicule, c'est le même chauffeur. On a 5 fois moins d'accidents. Donc quand on a une infrastructure qui est capable effectivement d'accepter ces vitesses, ça veut dire qu'on arrive à avoir une baisse de limitation. Donc une vitesse adaptée, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas tous les 50 mètres. Mais quand on a une route départementale qui fait 6 mètres de long, elle fait 6 mètres de long pendant des dizaines de kilomètres. Et que celle-là... De large. De large, pardon. Et que celle-là soit effectivement limitée, peut-être parfois à moins de 80 km/h, ça ne me semble pas inintéressant. L'enjeu il reste malgré tout celui de la mortalité routière. On n'avait pas encore tout à fait les chiffres. Je vais vous donner la parole, Fabrice Hamelin. Mais avant ça, je vous propose de réécouter Laurent Nunez, puisqu'il s'est exprimé hier en séance au Sénat. Et pour lui, il y a une baisse de 13% des morts sur les routes. On l'écoute. La première, et vous nous interrogez sur l'efficacité de la mesure, il convient bien évidemment d'être prudent, mais selon les premiers chiffres provisoires dont nous disposons, sur ce réseau secondaire, entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, le nombre de morts a baissé de 13% par rapport à l'année 2017. Deuxièmement, il nous appartiendra également de bien prendre en compte les effets induits de cette mesure. Je pense notamment au temps de déplacement, je pense notamment aux effets sur la consommation de carburant ou encore sur la cohabitation entre les voitures particulières et les poids lourds. Et nous avons demandé d'ailleurs, pour nourrir ce débat, à la délégation ministérielle à la sécurité routière, une étude sur ce point qui sera bien sûr rendue publique. Et puis il conviendra également, troisième point, de prendre en compte la question de la responsabilité également des gestionnaires de voirie, car remonter la vitesse sur un axe, si telle devait être la décision prise en tout ou partie, c'est accepter aussi d'y voir, le cas échéant, l'accidentabilité augmenter à nouveau. Et à cet égard, bien évidemment, et je crois que c'est ce que vous souhaitez, l'avis des présidents de conseil départemental sera précieux. Fabrice Hamelin, on voit quand même que cette mesure a porté ses fruits. Il y a des effets positifs sur la sécurité routière. Oui, en effet, ça a été dit. C'est-à-dire, si on veut une bonne politique de sécurité routière, il y a un enjeu d'efficacité, il y a un enjeu d'acceptabilité. Le gouvernement avait clairement un enjeu d'efficacité, c'est-à-dire diminuer le nombre de tués sur les routes après 4 années d'augmentation ou de stagnation. Et le 80 km/h était finalement le seul outil véritablement efficace à ce moment-là. Et tous les experts, finalement, annonçaient les résultats qui sont présentés ici par le ministre, les experts internationaux et les experts français aussi. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue de l'expertise, c'était la bonne mesure à ce moment-là. Et puis, il y a d'autres questions qui se posent et qui ont été aussi posées par le ministre. Si on modifie localement ces vitesses, alors il y a une chose qui a été évoquée, effectivement, c'est on rend effectivement la visibilité, la lecture des limitations de vitesse beaucoup plus compliquée pour les conducteurs. Ça pose aussi une question qui va être une question de responsabilité à la fois du préfet et des exécutifs locaux. Et puis surtout, le plus important, c'est que la politique de sécurité routière en France, elle s'est basée sur la disparition des points noirs, des zones accidentogènes. Donc la grande difficulté aujourd'hui, et les radars automatiques ont fait disparaître en fait ces zones accidentogènes, ces zones d'accumulation d'accidents. Et donc la difficulté va être de choisir effectivement ces bonnes routes. Et c'était là aussi cette volonté de passer aux 80 km/h rapidement. Il y avait aussi peut-être l'idée d'éviter des discussions qui pouvaient être longues, compliquées et difficiles sur le terrain. Michel Raison, on voit bien que c'est difficile de trouver un équilibre en matière de sécurité. Déjà, quand même, un petit mot. Je connais bien Laurent Nunez et on a de très bonnes relations. Il a été secrétaire général dans mon département. Mais il a parlé que de la baisse de mortalité après le mois de juillet. Mais il pouvait parler de la baisse de mortalité du 1er janvier au 1er juillet. C'est la même.
Donc c'est Et pas ça, on a commencé. depuis la mise en œuvre des 80 km/h. Mais je l'ignore lui aussi. Je l'ignore lui aussi. Simplement, on constate par bonheur que depuis fin 2017, on est dans une logique de baisse de mortalité. Sûrement toutes sortes de facteurs. On a amélioré aussi le contrôle des radars doubles, des radars plus performants, et aussi la technologie des voitures. Le Premier ministre m'a répondu, parce qu'il nous méprise un peu, il m'a dit, mais là, toujours, la technologie s'est toujours améliorée. Mais par bond. Et depuis 1 an ou 2, on fait un bond en avant extraordinaire en matière de technologie des voitures qui nous aide aussi à sauver des vies. Deuxième remarque, ça ne s'analyse pas en 6 mois. D'abord, il faut regarder où ont été les économies de morts. Est-ce qu'il y a eu un quart de moins? Est-ce qu'il y a eu un bus? Je parle parce que ça peut tout de suite changer les chiffres. Donc il le sait très bien, on ne peut pas l'analyser comme ça. Et ça s'analyse sur des périodes plus longues, puisque l'expérimentation elle-même qui avait été faite, on ne peut pas s'en servir parce qu'il faudrait qu'il y ait au moins 2 ans. Certes, les tronçons étaient un peu courts aussi. Donc ça, on ne peut absolument pas tirer de conclusion aujourd'hui. Sur la difficulté de mettre en place dans les départements. Dans mon département, le président du conseil départemental, et on ne l'a pas fait ensemble, on a des relations relativement rares, et il a dessiné une carte, parce qu'il était également partisan de la départementalisation, il a mis ses services au travail, qui ont mis en place des critères de dangerosité, et il a dessiné une carte de Haute-Saône, puisque mon département c'est la Haute-Saône, avec des routes à 80 qui sont nombreuses. Mais c'est des routes d'ailleurs sur lesquelles, aujourd'hui, quand on est un conducteur normal, on roule souvent en dessous de 80 parce qu'on ne peut pas rouler plus. Parce que dans le code de la route, je rappelle, tout le monde ne le respecte pas, mais je rappelle qu'on doit adapter sa vitesse aux conditions. Quand il y a de la neige, on ne roule pas à 80. Quand la route fait 3 mètres de large et qu'elle est sinueuse... Il y a une sacrée responsabilité. Les présidents, ça a été rappelé de conseils. Mais c'est des gens... Alors, et de préfets, s'ils font ce choix bien sûr qu'ils ont de revenir aux 80. Mais c'est des gens responsables. Et c'est justement là que peut-être le gouvernement, depuis qu'il méprise les maires, il méprise aussi les présidents d'exécutifs des conseils généraux et régionaux, faisons-leur confiance, ils savent prendre leurs responsabilités dans les communes. Moi, j'ai été maire de ma petite ville de 8000 habitants. J'ai mis des zones à 30, je n'ai pas attendu que le Premier ministre soit nommé. On est des gens responsables, les élus. Pierre Calvin, ça va donner beaucoup de responsabilités, je le disais, justement à ces présidents de département qui vont faire le choix de revenir sur cette mesure. Oui, tout à fait, mais comme le dit le sénateur raison, les présidents de conseils départementaux savent prendre de responsabilités. Moi, je pense qu'il faut être effectivement prudent, je vous rejoins un peu sur le timing, prudent sur les chiffres. On est tous pour qu'il y ait une amélioration de la sécurité routière, c'est clair. On a dans notre syndicat un syndicat qui est spécialisé dans ce domaine, qui est le syndicat des équipements de la route, et qui tous les jours, au quotidien, travaille pour améliorer cette sécurité routière. C'est ce que l'on fait aussi avec les revêtements. Mais il faut analyser les chiffres. Pourquoi je dis analyser les chiffres? Parce qu'on avait fait une petite analyse avant la mise en place de cette limitation à 80 km/h. Et on s'est rendu compte de quoi? C'est que l'augmentation des vitesses l'augmentation de l'accidentologie, était sur les motards, principalement. On est aujourd'hui à 30% sur les motards. C'est pas rien. C'est les piétons et les 2 roues. On a une augmentation, notamment au milieu urbain, très forte. La limitation de vitesse, pour moi, et sur l'un et sur l'autre, ne va pas intervenir. On a même, sur une analyse, alors je n'ai pas les données sous la main, c'est dommage. C'est un ensemble de facteurs, il y a un ensemble de facteurs. Et la mortalité liée aux véhicules, les voitures, avait chuté au cours des dernières années. C'est la tranche qui a le plus chuté au cours des dernières années. Donc il faut vraiment être prudent et adapter la mesure, effectivement, à la case la plus difficile et celle sur laquelle on peut apporter le plus d'efficacité. Ça aura un coût aussi pour les départements et les communes qui vont faire ce choix. Fabrice Hamelin, on disait l'été dernier, le passage de 80 à 90 km/h et le remplacement des 11 000 panneaux au plan national, ça avait coûté entre 6 et 12 millions d'euros. Faire marche arrière, et ça va aussi générer des coûts supplémentaires. Alors je pense qu'on n'en est pas encore là. Effectivement, on l'a dit, une politique qui est lancée, qui commence à donner de bons résultats. Il y a une évaluation qui est en cours, qui doit aller jusqu'à son terme. Donc ça, c'est aussi quand même un élément à prendre en compte. Oui, effectivement, ça a un coût de modifier effectivement les instruments de sécurité routière de manière relativement rapide. Ça a évidemment un coût.
Donc là aussi, mais ce sont des choix qui sont faits par les exécutifs. On parlait de l'efficacité des mesures. Il faut que ça soit bien compris par les Français. Est-ce qu'un retour en arrière, ça serait aussi facilement compréhensible par les Français? On sait que dans ce grand débat qui s'annonce, ça va faire peut-être partie de doléances, Michel Raison. Alors, plutôt qu'un retour en arrière, j'aurais préféré que le gouvernement nous écoute dès le début. Et j'en profiterai pour regretter publiquement que plutôt que d'attendre les violences urbaines et parfois rurales, on n'ait pas écouté la sagesse du Sénat dès le début. Mais ça aurait évité de faire des dépenses inutiles. Les dépenses, je ne vais pas vous dire que ça me fait plaisir si on a à faire des dépenses. Mais en matière de sécurité routière, quelques millions d'euros à la limite, si on peut sauver des vies, voilà, c'est comme ça. Mais c'est triste si on est obligé de revenir en arrière. Mais surtout, et je suis d'accord avec vous, analysons bien ce qui s'est passé, mais pour le moment, beaucoup trop tôt pour dire si ça a été efficace ou pas, et j'en doute. Pierre Calvin. Oui, ce qui est sûr, et vous l'avez évoqué dans votre propos dès le début, c'est qu'il y ait du sens dans la mesure qui est prise. Je crois qu'aujourd'hui, on prend un peu les automobilistes en otage au travers d'un certain nombre d'opérations, l'augmentation du carburant, la limitation de vitesse, etc. On l'a incité, en tout cas une certaine classe de la population, à s'éloigner un peu des centres-villes, à aller respirer le bon air, à pouvoir avoir un logement un peu plus grand. Et puis aujourd'hui, il n'a que sa voiture pour se déplacer. Un logement qu'il ne peut plus revendre, il ne peut plus se déplacer aujourd'hui parce que ces logements coûtent moins cher que ce qu'ils ont investi. Et aujourd'hui, on le gêne, on le contraint dans sa mobilité, qu'il ne faut pas se voiler la face. Dans les zones peu denses ou les zones de deuxième couronne, la voiture n'est pas un problème, comme on veut le faire porter sur la tête des gens, mais la seule solution pour pouvoir accéder aux services, accéder aux soins, accéder à l'éducation, avoir les loisirs, etc. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait du sens dans la contrainte qu'on peut apporter aux usagers. Si on amène une limitation de vitesse, c'est une contrainte pour l'usager. Si on l'amène et qu'en face, on n'a effectivement pas d'efficacité, l'usager ne comprendra pas. Et il y a d'autres manières. Se dire qu'on ne joue que sur la limitation de vitesse est pour moi très restrictif. Il y a d'autres mesures à prendre pour réduire la vitesse, l'accidentologie sur les routes et qui pourraient venir compenser effectivement un passage à une vitesse. La prévention routière, déjà. L'État met très peu d'argent sur la prévention routière. Le Premier ministre, c'est peut-être le seul point sur lequel il m'a dit oui, on pourrait faire mieux, sauf qu'il n'a pas fait mieux. Et moi, j'avais fait un amendement qui a été repoussé en séance, mais avec de faux arguments d'ailleurs, pour qu'on mette plus d'argent des radars dans la prévention routière. Michel Raison, puisque vous parlez des radars, on sait qu'ils ont été vandalisés pour la plupart, ça va coûter là aussi assez cher. Je vous propose de voir les précisions de Maïla Mindi et on en reparle juste après. Des radars recouverts de peinture, tagués, voire carrément brûlés ou emballés, l'image devient commune au bord des routes françaises. Et ce n'est pas Christophe Castaner qui dira le contraire. Près de 60% des radars aujourd'hui ont été neutralisés, attaqués, détruits par celles et ceux qui se revendiquent de ce mouvement-là. En fait, c'est depuis l'été dernier, soit bien avant les Gilets jaunes, que les radars vandalisés ont augmenté en nombre. Et tout cela a évidemment un coût, selon des calculs faits par le journal Le Parisien. Des radars dégradés qui ne flashent donc plus, c'est une absence de recettes de 430,5 millions d'euros. Pour les réparer, il faudra débourser 82,3 millions d'euros. Au final, pour l'État, la facture est très salée, près de 513 millions d'euros. À l'automne 2013, de nombreux radars avaient déjà été vandalisés lors de la crise des bonnets rouges en Bretagne. Il avait fallu au moins 6 mois pour restaurer tous les radars de cette seule région. C'est d'ailleurs un véritable casse-tête qui s'annonce pour l'État pour payer ces réparations, car celles-ci sont normalement financées par les recettes générées par les radars. Michel Raison, c'est un nouveau coup dur, ça, pour la prévention routière. Oui, c'est un coup dur. Après, on peut toujours discuter sur le nombre, l'emplacement des radars. Il est clair que lorsqu'il y a eu la mise en place des radars, parce que là, quand vous regardez la courbe de chute de la mortalité, elle est nette. On ne peut pas discuter ça. L'efficacité un peu moindre aujourd'hui parce que les gens s'y étaient habitués. Ils s'étaient peut-être plus signalés, bien que la signalisation se modifie. On met radar sur 10 km, ça c'est plutôt intelligent. Donc c'est en effet très grave. J'aurais préféré que les 500, je ne sais pas si c'est 500 millions d'euros que ça coûtera, mais qu'on mette cet argent dans de la vraie prévention routière et dans de l'éducation
à l'école. Moi, j'ai demandé qu'on fasse de la prévention obligatoire à l'école. C'est des associations qui font le travail. Qu'on les aide, qu'on les rende plus officiels et qu'on fasse un travail beaucoup plus en amont, comme on le fait pour l'environnement, le tri des déchets et d'autres sujets. Fabrice Hamelin, qu'est-ce que ça dit, ces radars vandalisés, justement, de l'état peut-être de crispation en ce moment entre les conducteurs, les automobilistes et l'État ? Le premier regard qu'on peut avoir, c'est de dire que, bien entendu, 80 km/h, c'est important. On sait notamment, effectivement, que c'est la principale cause de mortalité chez les jeunes, l'insécurité routière, de la même manière en matière de mortalité au travail. Par contre, peut-être, effectivement, que les 80 km/h ont pris une place disproportionnée dans un débat qui dépasse de très largement la sécurité routière. Et ça, on peut aussi l'imaginer. Si on revient sur la question de l'acceptabilité, puisque c'est un petit peu ça qui est en jeu, même si là on est sur des actes de vandalisme, donc des actes de délinquance très, très clairs. L'acceptabilité, c'est effectivement, elle dépend de plusieurs facteurs pour nous. Elle dépend évidemment de l'efficacité du dispositif. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, incontestablement très efficace au début des années 2000. Aujourd'hui, des doutes sur l'efficacité de ces radars. Il y a une question aussi d'équité, le sentiment effectivement d'injustice, de traitement qui serait inégal au sein de la politique de sécurité routière. Et puis, il y a un dernier facteur très important, c'est la légitimité de ceux qui portent cette politique de sécurité routière. Donc ça peut aussi expliquer que les radars deviennent un petit peu les boucs émissaires de critiques qui dépassent très largement la seule sécurité routière. Pierre Calvin, comment on fait pour sortir un peu de toutes ces polémiques à la fois autour des 80 km/h et de ces radars, pour réconcilier aussi peut-être un peu les automobilistes justement avec la sécurité routière ? Je disais tout à l'heure, l'objectif est quand même de réduire effectivement l'accidentologie sur nos routes. Faciliter la mobilité, encore une fois, dans certaines régions, notamment les zones peu denses, c'est une solution et pas un problème. Des solutions, il y en a. On peut équiper. On s'est amusé. On a fait les calculs quand même sur l'efficacité des mesures. Aujourd'hui, un véhicule, ça repose sur 4 fois la paume de la main sur une route. Et un des points les plus importants, c'est bien sûr l'adhérence entre la route et le véhicule. Si à 80 km/h, et là, c'est certain, on arrivera dans un accident dans les mêmes configurations, à un choc qui sera moins violent pour la même distance de freinage, on viendra taper un peu moins fort dans un véhicule qui est en face, dans un obstacle latéral. Je rappelle à ce titre qu'il y a 30% des tués qui se font sur des obstacles latéraux, par exemple les arbres, les poteaux, qui sont identifiés, ils sont sur des plans et qui ne sont toujours pas isolés. Il suffirait déjà de les isoler pour avoir une amélioration de la sécurité routière. Mais en face de ça, on a regardé la différence entre 90 et 80 km/h sur les formules mathématiques et les essais qui sont faits. On a un gain de 44 mètres en freinage, donc en distance de freinage. Tout le monde respecte la vitesse. Tout à fait. Mais quand on passe de 90, quand on passe de 90 à 80, quand on est entre un revêtement usagé et un revêtement en bon état, on a 159 mètres d'écart. C'est-à-dire qu'on est... Donc un effort à apporter à l'état de nos routes et notamment mais bien sûr, départemental. Voilà, on est dans des différences qui sont énormes. Et là, on peut apporter quelque chose, je ne dis pas partout. Et il y a, heureusement, dans beaucoup de départements, des routes qui sont en bon état, mais il y a des endroits où les routes sont en mauvais état, et c'est vrai que de les remettre à niveau permettrait effectivement d'améliorer la sécurité routière. Merci Pierre Calvin. Michel Raison, on a commencé ce débat avec l'examen de cette proposition de loi de votre collègue Sylvie Goy-Chavent. Elle a été rejetée. Quelle était votre position ? Vous regrettez ce rejet du Sénat ? Non, je ne regrette pas du tout qu'elle soit rejetée, puisque moi-même j'ai voté contre. Et j'explique pourquoi. Je souhaite ne pas mélanger les règles de la sécurité routière, les mesures en faveur de la sécurité routière et les moyens de faire appliquer et de contrôler ces règles. Le permis à points, je pense qu'il faut peut-être y réfléchir, il peut y avoir des aménagements. Mais si vous descendez la récupération de points à quasi 0 mois, ça veut dire que vous n'avez plus de permis à points. Là, c'était 3 mois au lieu de 6 mois. 6 mois, c'était une amélioration déjà assez considérable pour le confort, je parle de l'automobiliste. Descendre en dessous, et ce n'est pas une réponse, c'est parce qu'il s'est un peu fait comme une réponse aux 80 km/h. La réponse aux 80 km/h, c'est la conclusion de notre rapport. On ne soigne pas un médecin, il ne soigne pas les symptômes, il soigne le mal. Donc je pense que ce n'est pas la bonne réponse, d'autant que ça touchait les 50 à l'heure, les 30 à l'heure, les 110, les 130. C'était mais ça pas aura spécifique. au moins ouvert le débat. Merci Michel Raison, merci Pierre Calvin, merci à vous Fabrice Hamelin. On retourne justement en séance pour un compte-rendu des discussions cet après-midi avec vous Alexandre Poussard.
Et oui Delphine, et dans cette proposition de loi pour aménager le permis à points, finalement on a parlé peu du permis à points et beaucoup de cette limitation à 80 km/h. Pour les sénateurs, c'est la méthode du gouvernement qui est critiquable, puisque selon eux, la décision a été prise sans concertation, par décret et avec des conséquences sociales graves. Écoutez Dominique Delège, le sénateur Les Républicains. Ok. Circuler, il n'y a rien à voir. Je pense très sincèrement, Monsieur le Ministre, que cette mesure a contribué à faire émerger le mouvement des Gilets jaunes, car emblématique dans la forme comme dans le fond, d'une pratique qui conjugue suffisance, mépris des réalités, jacobinisme et autoritarisme. On le sait, la politique n'est pas une science exacte et ce qui compte, c'est souvent davantage la perception de la mesure que sa justification. Et pour certains, il faut s'attaquer directement aux causes de la dangerosité de ces routes de campagne. Écoutez la sénatrice communiste Cécile Kuckerman. Ne nous y trompons pas, la sécurité tient beaucoup à l'état de ces infrastructures. Alors oui, l'entretien de la voirie coûte cher et incombe aux collectivités qui n'ont pas de moyens suffisants. Classée première en 2011 pour l'état de ces routes selon les critères du Forum économique mondial, la France n'est aujourd'hui plus que 7e. C'est bien l'histoire d'une dégradation suite à un manque d'investissement dans les infrastructures. Et puis dans ce débat sur la sécurité routière, il a été question de la remise à niveau des conducteurs et le sénateur socialiste Henri Cabanel a lancé un petit défi à ses collègues. Il estime que si tous les sénateurs devaient par exemple repasser le code de la route, beaucoup ne l'auraient pas. Pour toutes ces précisions, et on va voir tout de suite bien la réaction de l'auteur de cette proposition de loi, la sénatrice centriste de l'Ain, Sylvie Goy-Chavent. Elle était au micro de Tam Tranui il y a quelques instants. Écoutez. Sylvie Goy-Chavent, à l'instant, dans l'hémicycle, votre proposition de loi pour assouplir le permis à points n'a pas été adoptée. C'était une forme de contrepartie aux 80 km/h. Quel est exactement son objectif ? En réalité, l'idée de cette proposition de loi était de permettre aux conducteurs qui ont perdu un point, c'est-à-dire le premier petit point, quand vous avez 12 points, vous commettez une petite infraction de vitesse essentiellement, vous perdez un point, c'était de le récupérer au bout de 3 mois au lieu de 6 mois actuellement. Et c'était pour vous aussi bien une façon de dire que les 80 km/h, cet abaissement des 80 km/h allait avoir des effets pervers justement pour les personnes qui ont ce permis. En réalité, le 80 km/h a augmenté considérablement le nombre de flashs des radars. Et malheureusement, ce sont souvent les personnes dans les territoires ruraux ou périurbains qui sont les premières victimes de cette mesure des 80 km/h et globalement du flash des radars. Donc c'était un signal fort en direction des territoires et des personnes de ces territoires. Est-ce que justement, eh bien, néanmoins, l'appel des sénateurs commence à être entendu par l'exécutif pour assouplir la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires? On a entendu la semaine dernière qu'Emmanuel Macron disait qu'on pouvait réfléchir à ce débat et être pragmatique sur le sujet. Écoutez, c'est un sujet annexe à la PPL puisque la proposition de loi n'avait pas attrait qu'aux 80 km/h puisqu'elle touchait également les gens qui ont perdu un point à 50 km/h, 51 retenus, par exemple 132 retenus au lieu de 130. Voilà, c'était pour l'ensemble des premiers petits points perdus. Par contre, en effet, les sénateurs ont alerté sur cette difficulté des 80 km/h essentiellement en territoires ruraux, d'autant qu'on se rend compte que ces 80 km/h ne sont pas toujours adaptés aux routes. On a parfois 80 km/h dans des lignes droites, peu accidentogènes, et puis parfois des vitesses supérieures dans des endroits où on aimerait bien rouler plus lentement. Donc en effet, je pense qu'il faut faire confiance aux élus locaux, confiance aux conseils départementaux qui ont la gestion des routes dans nos départements pour qu'ils adaptent plus finement la vitesse sur le territoire. Alors si le président Macron a enfin entendu les sénateurs et que cette proposition de loi du groupe centriste, du groupe Union centriste du Sénat a permis de faire avancer les choses, eh bien je dis tant mieux. Comment est-ce que vous avez jugé les interventions tout à l'heure de Laurent Nunez à la fois sur votre proposition de loi et puis aussi sur cette question parce qu'il a dit, lui, les 80 km/h
km/h, le bilan a été globalement positif. Et hier, il s'est même risqué à donner un chiffre, moins 13% de mortalité sur les routes. Écoutez, tant mieux bien sûr si le 80 km/h fait baisser le nombre de morts sur les routes. Mais c'est ce que je disais dans mon intervention. Bien évidemment, quand on fait baisser la vitesse, et on pourrait la mettre à 50 km/h partout, c'est un peu une provocation que de le dire, et bien évidemment, on ferait baisser considérablement le nombre de morts sur les routes. Mais il faut être pragmatique. Et on se rend compte qu'on est un petit peu au bout de l'exercice aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ont besoin de leur voiture. Certes, le 80 km/h fait baisser le nombre de morts, on l'espère, et en tout cas, on l'espère vraiment. Maintenant, il faut aussi penser que les gens ne sont pas, comme je le dis souvent, des pompes à fric, et que les gens dans les territoires ruraux ou périurbains sont souvent les premiers pénalisés. Ils perdent un point, ils payent des amendes, encore des points, des amendes, alors que bon, voilà, souvent les gens qui créent ces textes sont des gens qui n'ont parfois même pas le permis de conduire ou ont des chauffeurs, alors bon, ou vivent dans des zones où ils peuvent prendre les transports en commun. Dans les territoires ruraux, nous n'avons pas d'alternative. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Gauchavant pour votre réaction. Merci beaucoup Tam. Alors que la loi contre la manipulation de l'information en période électorale a été adoptée fin décembre par le Parlement, la signature du traité d'Aix-la-Chapelle hier par Emmanuel Macron et Angela Merkel a alimenté bon nombre de fake news, notamment de la part du parti de Marine Le Pen et de celui de Nicolas Dupont-Aignan. À 5 mois des élections européennes, comment peut-on lutter contre ce phénomène? Jonathan Dupriez. C'est le dernier exemple de fake news en date. À Aix-la-Chapelle, Emmanuel Macron accusé d'affaiblir la souveraineté française au profit de l'Allemagne. Une fausse information, abondamment relayée par des responsables politiques comme Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen. Mais impossible de contrer ces fake news avec la loi récemment promulguée. Cette loi, telle qu'elle a été envisagée, elle est vraiment, vous le disiez vous-même, liée aux campagnes électorales. Donc c'est vraiment la lutte contre les infox à un moment précis de notre vie démocratique. Je ne sais pas s'il faut réglementer l'ensemble de la vie sociale et de la vie politique en permanence. Pour stopper la diffusion de fausses informations, la loi dispose de 3 mesures principales. Un élu ou un citoyen peut saisir un juge dans les 3 mois précédant un scrutin. Les réseaux sociaux doivent être transparents sur les messages sponsorisés. Le CSA peut interrompre la diffusion d'une chaîne étrangère soupçonnée de manipulation. Mais pour Christophe-André Frassa, l'un des rapporteurs du texte au Sénat, ces mesures doublonnent avec l'arsenal existant. Il y a la loi 1881, il y a le code électoral, il y a tout l'arsenal législatif actuel et dans les codes sur la diffamation. Donc, cette loi, aujourd'hui, elle frappe à côté de la cible qu'elle est censée viser. Pour d'autres sénateurs, il faut surtout éduquer les publics à l'information. L'essentiel, c'est la montée en compétences numériques de tous, c'est l'éducation aux médias et c'est la survie, encore une fois, de médias professionnels. C'est une jungle. Il faut pouvoir donner à chacun les moyens de s'orienter dans cette jungle et de prendre un peu de distance aussi. Après 2 rejets au Sénat, l'Assemblée avait eu le dernier mot sur le texte. Il devrait entrer en vigueur au mois de mai, avant les élections européennes. Et Benoît Huette, avocat au barreau de Paris, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du droit des médias. On l'a vu, la France va vendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne et dépendra maintenant de la politique étrangère d'Angela Merkel. Autant de fausses informations qui ont été largement relayées et propagées hier à l'occasion, je le disais, de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle sur les réseaux et auquel adhèrent de plus en plus de personnes. Comment on peut expliquer ce phénomène? Alors, on est clairement dans le jeu politique. Je crois que ce qu'il y a de nouveau, c'est la façon dont ces nouvelles se propagent. Il y a aujourd'hui 2 milliards de personnes qui ont un compte sur Facebook. La désinformation en tant que telle n'a rien de nouveau. Il y en a eu, on a des exemples de cela presque depuis l'Antiquité. Donc, comment ça s'explique? Tout simplement par le jeu politique, par la volonté un peu de mettre de l'huile sur le feu pour essayer de s'accaparer une part de l'électorat. Il y a aussi ce phénomène qui est amplifié par l'existence, vous le disiez, des réseaux sociaux. C'est très très dur de réguler malgré cette loi, on le disait, anti-fake news adoptée par le Parlement. Oui, parce qu'on pourrait se demander si les propos qui ont été tenus à la suite du traité d'Aix-la-Chapelle tombent sous le coup de la loi. Et si on peut faire quelque chose pour les arrêter. Alors si on avait été il y a encore 3 ou 6 mois en tant qu'avocat, je vous aurais dit il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en effet, on arrive exactement à la période où la nouvelle loi sur la manipulation de l'information qui a été adoptée par l'Assemblée nationale
entre en vigueur. C'est-à-dire qu'elle est entrée en vigueur le 24 décembre et qu'elle a lieu pendant les périodes électorales, dans les 3 mois qui précèdent le scrutin. Donc ça va commencer là, maintenant, le 1er février, c'est-à-dire dans une semaine. Donc ces propos font une bonne façon de tester un petit peu les critères de cette loi. Concrètement, on a entendu Nicole Belloubet, c'est quand même compliqué, quand on n'est pas en période électorale, d'empêcher la propagation de fausses nouvelles. Oui, alors nous avons la chance de vivre dans un pays où le droit est construit autour de la liberté d'expression. Vous savez que la liberté de communication, d'opinion sont le bien le plus précieux de l'homme, pour citer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut parfois admettre que des personnes ayant une pensée assez extrémiste s'expriment pour que l'ensemble des citoyens puissent exercer leur liberté d'expression. Les gens ont le droit de dire des choses qui ne sont pas exactes. Les gens ont le droit de dire que la Terre est plate. Les gens ont le droit de dire que le réchauffement climatique n'existe pas si bon leur semble. Les restrictions à la liberté d'expression, elles arrivent dans des cas extrêmement précis et très contrôlés par le Conseil constitutionnel, qui ne fait que répéter que les atteintes à la liberté d'expression doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi. Voilà, c'est justement ce débat entre liberté d'expression, d'opinion et délit. Là, on est à la limite de ces deux, finalement. Oui, alors là, ça va être très intéressant puisque la loi qui a été votée récemment a énuméré certains critères. C'est-à-dire que pour que ces propos, par exemple sur le traité d'Aix-la-Chapelle, puissent tomber dans le cadre de cette procédure, il va falloir démontrer, par exemple, qu'ils peuvent avoir qu'ils peuvent altérer la sincérité du scrutin. C'est-à-dire qu'il va falloir démontrer que non seulement ils sont faux, mais qu'en plus, ils auront une influence sur l'élection. Et classiquement, en droit, pour mesurer ce critère, on utilisait les écarts de voix entre les candidats. On se plaçait après l'élection, on disait « Ah, il y a eu seulement 200 voix d'écart, donc peut-être en effet que tel propos a pu avoir une influence. » Et là, pour la première fois, on nous donne une action judiciaire qui vient avant le scrutin, et donc il va revenir au juge un petit peu d'interpréter tout cela pour essayer de voir comment on peut le mettre en œuvre. Très concrètement, comment ça pourrait se passer? Là, on peut saisir peut-être le parti de Marine Le Pen, l'accuser de vouloir altérer la finalité du scrutin. C'est délicat aussi. Alors, aujourd'hui, on ne le peut pas encore parce que nous sommes qu'au mois de janvier, mais dès le 1er février, en effet, une action va être ouverte. Ouais. Et on pourra saisir un juge qui devra rendre une décision sous 48 heures. Et même s'il y a un appel, la Cour d'appel devra également statuer sur 48 heures. C'est extrêmement nouveau. Il y a très peu de procédures comme celle-ci dans notre droit, ce qu'on appelle les référés d'heure à heure, mais dans un type encore particulier. Et il va falloir apporter de nombreuses preuves si on veut attaquer, par exemple, le parti de Marine Le Pen. Il va falloir montrer que les allégations et les imputations sont inexactes ou trompeuses. Il va falloir démontrer qu'elles altèrent le scrutin. Et enfin, il va falloir démontrer qu'elles ont été tenues de manière délibérée, c'est-à-dire en toute mauvaise foi, et qu'elles ont été diffusées de manière artificielle et automatisée et de manière massive. On imagine très bien la réponse de Marine Le Pen. Elle va dire qu'il y a un débat sur la question de la souveraineté de la France. Comment justement on peut prouver alors la mauvaise foi ? Eh ben, là, on va vraiment rentrer dans un débat que nous connaissons bien en tant qu'avocat en droit des médias. C'est-à-dire, on va vraiment aller au plus près des propos. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle a dit que l'article 8 du traité contenait une disposition selon laquelle la France devrait céder son siège au Conseil de sécurité à l'Allemagne? Est-ce qu'elle a dit qu'il était contenu dans ce traité qu'on allait leur céder l'arbre nucléaire, comme j'ai pu le lire, ou des choses comme ça? Ou est-ce qu'elle a simplement dit que ce traité préfigurait une possible orientation du gouvernement, ce qui est très différent en fait. On va aller vraiment au plus près des mots qui ont été employés pour essayer de voir s'ils rentrent ou pas dans le cadre de la loi. On disait, c'est amplifié ce phénomène de fausses informations par les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle pourrait, par exemple, Marine Le Pen, être amenée à enlever des réseaux sociaux tout le contenu justement lié, par exemple, au traité d'Aix-la-Chapelle? Ça fait partie de la loi? Retirer les contenus? C'est l'originalité de cette action, c'est un peu une innovation française. Quand on regarde les lois qui ont été promulguées dans d'autres pays du monde, il n'y en a aucune autre qui lui ressemble. C'est-à-dire que c'est une action qui va être dirigée uniquement contre les plateformes, contre les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, si on voulait demain exercer cette action, ce n'est pas le Rassemblement national ou Mme Le Pen ou M. Bardella qu'il conviendrait d'attaquer. Facebook, par exemple. Simplement, c'est Facebook qu'on va attaquer. On va dire à Facebook: pouvez-vous, s'il vous plaît, retirer ces contenus de vos sites? Donc, on va se retrouver dans quelque chose d'un petit peu nouveau parce que finalement, c'est Facebook qui va devoir se retrouver à défendre des contenus publiés par d'autres. Donc, c'est quelque chose de... On rentre dans un terrain complètement vierge et nouveau. Et en tant que juriste, je suis assez curieux de voir comment tout cela va pouvoir s'articuler. Voilà. Ça s'est déjà produit. C'est compliqué, j'imagine, de demander à Facebook de retirer certains contenus. Oui, alors c'est compliqué pour différentes raisons. Déjà, habituellement, parce que les comptes peuvent appartenir à des personnes qui ne sont pas situées sur le territoire français. Parfois,
Et ensuite, Facebook n'a pas à être le juge de ce qui est diffusé sur sa plateforme. Facebook, juridiquement, n'est qu'un hébergeur. C'était son statut originel, c'est-à-dire que n'importe qui peut publier des contenus. Facebook n'en est pas responsable a priori. Facebook n'en est responsable que si on lui signale et que le contenu tombe sous le coup de la loi pénale. Autre piste explorée par le gouvernement, la levée de l'anonymat sur les réseaux, ça vous paraît envisageable et souhaitable ? Cela me paraît déjà extrêmement difficile à mettre en œuvre, puisqu'on sait bien que les réseaux ne sont pas seulement français. On voit mal comment on pourrait interdire d'accès au territoire national tous les réseaux qui seraient anonymes, par exemple. Et ensuite, est-ce que c'est souhaitable ? Je crois que à bien des époques, des personnes se sont exprimées sous un pseudonyme. Il y en aura toujours. Il faut bien sûr que ce soit encadré, qu'il y ait certaines proportions, certaines mesures, mais je ne suis pas du tout en faveur du principe d'une interdiction de l'anonymat. On a le sentiment qu'il y a toute une frange de la vie politique française qui se met un peu à faire du Trump. On sait que le président des États-Unis n'hésite pas à déployer sur les réseaux de fausses informations. On peut encore protéger le citoyen en France de ce phénomène, selon vous ? Oui, alors je crois que la régulation ne viendra pas que de la justice. Vous savez bien que le temps judiciaire est généralement assez long. Il y a un volume d'affaires. Quand vous allez sur une page Twitter et que vous voyez le nombre de personnes qui peuvent réagir, on ne pourra pas faire un procès à chacun d'entre eux. Je pense que l'outil judiciaire est assez mal armé pour répondre à ça, sauf dans des cas bien précis. Et je pense que la régulation, elle viendra plutôt des plateformes elles-mêmes. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites par les plateformes récemment. Il y a une réunion mardi prochain à la Commission européenne à Bruxelles, lors de laquelle ces plateformes vont devoir rendre des comptes à la commissaire européenne. Et je pense que la réponse, elle viendra plutôt de là, de comment sont construits ces algorithmes, quels contenus sont mis en avant. Et là, je pense qu'il faut être exigeant et demander à ces plateformes de nous dire comment sont construits ces algorithmes, pourquoi est-ce qu'on nous met tel ou tel contenu sous les yeux en priorité, pourquoi est-ce qu'un contenu est très polémique, voire est complètement faux, on va le voir avant des contenus qui seraient probablement plus intéressants pour les citoyens. Eh bien, merci beaucoup, Maître Huêtre, d'être venu sur le plateau de Public Sénat pour nous éclairer sur ce point. Merci à vous. On revient maintenant à l'actualité du Sénat et les 6 mois impartis à la commission d'enquête sur l'affaire Benalla sont écoulés. La commission a atteint lundi son paroxysme avec la seconde convocation d'Alexandre Benalla. On fait tout de suite le point sur ces 6 mois avec Quentin Calmy. 6 mois d'enquête et 34 auditions au total, en juillet, septembre et octobre dernier, puis à nouveau en janvier 2019. Et malgré toutes ces déclarations sous serment, beaucoup de questions restent encore posées. Partie des violences de la place de la Contrescarpe, la tentaculaire affaire Benalla a connu de multiples rebondissements, jusqu'à l'épisode des passeports de l'ancien chargé de mission à l'Élysée, dévoilé par la presse cet hiver. Avec un constat désormais, par exemple sur la question de ces passeports diplomatiques, les versions de l'Élysée et celles d'Alexandre Benalla se contredisent. L'inventaire du bureau qui a été effectué le 2 août confirme que les passeports n'y étaient pas. N'y étaient pas. Les mesures qui ont été prises et que je viens de vous détailler et pour lesquelles il existe des notes de service, des courriers qui sont à votre disposition, me permettent d'affirmer que les passeports n'étaient pas à l'Élysée. Le 19 septembre, lorsque j'étais présent devant vous, sous serment, et que j'ai répondu à l'ensemble des questions qui m'ont été posées, je vous ai dit ils doivent être dans mon bureau à l'Élysée. Et ils ont dû les restituer, si ma phrase est complète. Je vous réaffirme, solennellement, sous serment encore une fois, que le 19 septembre, mes passeports étaient à l'Élysée. Pour Jean-Pierre Sueur et Muriel Jourda, les 2 co-rapporteurs, il est temps désormais d'écrire la synthèse des travaux de la commission, avec une question essentielle avec ces versions qui diffèrent. Y a-t-il un parjure devant les sénateurs ? D'abord, rédigeons ce rapport, présentons-le et ensuite nous déciderons effectivement de ce qu'il convient de faire, saisir le parquet ou ne pas saisir le parquet. Mais je conçois que ce soit quelque chose d'assez important pour nos concitoyens. Et on donnera la réponse en même temps que l'on présentera le rapport. Des sénateurs qui espèrent terminer et publier leur rapport au cours du mois de février. Et on ouvre le débat avec mes invités sur ce plateau. Muriel Jourda, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat, co-rapporteur de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Également sur ce plateau, Esther Benbassa, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice écologiste, rattachée au groupe communiste, sénatrice de Paris. Bienvenue à vous. Jean-Pierre Sueur est également sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Socialiste du Loiret et co-rapporteur de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Et puis Jean-Philippe Derosier,
Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Lille, constitutionnaliste. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Muriel Jourda, puisque on vient de le dire, c'est la fin de ces travaux. Quel bilan avez-vous tiré? Je le disais, il y a eu quand même ce point paroxystique atteint lundi avec la seconde inconvocation d'Alexandre Benalla. Alors le bilan global, nous le ferons au moment des conclusions du rapport, bien évidemment, mais le premier bilan qu'on en tire est qu'il était tout de même utile d'entendre des protagonistes supplémentaires, puisque nous avions des éléments d'information qui étaient assez contradictoires a priori avec ce qui nous avait été dit dans les précédentes auditions sur l'utilisation des passeports diplomatiques et surtout sur le lieu où ils se trouvaient. Esther Benbassa, une audition utile lundi. On a vu Alexandre Benalla se réfugier derrière l'information judiciaire dont il fait l'objet pour contourner ou ne pas répondre à des nombreuses questions des sénateurs. Je ne sais pas si c'est utile en soi, mais c'était important, c'était nécessaire et en même temps très intéressant. On a appris pas mal de choses. Surtout, il s'est caché derrière sa n'est-ce pas, il est mis en examen, donc il n'est pas obligé de répondre à... Bien sûr. Derrière la procédure judiciaire. Mais en même temps, voir cet homme comme ça, avec aplomb et détermination, nier certaines choses ou avancer d'autres. Et bon, c'est intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses sur les dysfonctionnements de l'Élysée, ces informations qui ne circulent pas, le désordre. On restitue les passeports, puis on écrit pour les récupérer, etc. Enfin, c'est rocambolesque. Je trouve que c'est une petite histoire à écrire dans l'avenir, puisqu'il faudra qu'on lise d'abord le rapport et qu'on sache un peu de quoi il s'agit. Mais en tout cas, j'ai compris qu'on en a fait une affaire. Ce monsieur ne méritait pas tant d'égards, mais vu la protection dont il a bénéficié et vu ses contacts, il a pu quand même agir de cette façon-là. Je ne sais pas, nous, le Kidam, quand on va refaire notre carte d'identité ou notre passeport, si notre photo n'est pas bien prise, on nous dit d'apporter une autre. Et lui, il renouvelle ses passeports pendant la période où il n'est plus en fonction. C'est le Sénat qui en a fait une affaire. Pas du tout. Si vous voulez, Monsieur Benalla a fonctionné de manière étrange. À bien des égards. Ça commence à la Contrescarpe, au Jardin des Plantes. Et puis, il y a une sanction étrange. Personne n'est au courant de la sanction. Et puis, une fois que la sanction est finie, il reprend en quelque sorte son travail. Et puis, il y a des nouvelles qui paraissent dans la presse, Journal Le Monde. Et puis, il est licencié. Et quand vous quittez un travail, voyez-vous, peut-être qu'un jour, mais dans très très longtemps, Delphine Girard, vous quittez, mettons, Public Sénat. Je ne vous le souhaite pas. On verra. Mais je pense que dans ce cas-là, si cela existe, vous n'allez pas partir avec votre micro, votre ordinateur et votre magnétophone. Votre téléphone. Et le téléphone. Théorème. Qui n'est pas un théorème. Et donc, lui, eh bien, il ne fait rien de tout ça. Il ne fait rien comme il faudrait. Mais surtout, voyez-vous, on a bien fait de faire une nouvelle audition, 2 nouvelles auditions, 5 nouvelles auditions, parce que ce qui est étrange, c'est que à partir de lui, peut-être en raison du pouvoir qu'on lui prête, des proximités qu'on lui prête, de l'influence qu'on lui prête, tout un tas de gens qui devraient réagir autrement réagissent bizarrement, de façon étrange. Et ça vaut pour les passeports, pour le téléphone, pour le permis de port d'armes, ça vaut aussi pour les ambassades, pour le ministère des Affaires étrangères, pour le ministère de l'Intérieur. Alors, il arrive, et beaucoup de choses se déglinguent. Étrange. Et c'est normal qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, parce que notre travail en vertu de la Constitution, M. de Rosier va nous en parler, la Constitution, elle dit dans son article 51, alinéa 2, que les commissions d'enquête parlementaires contrôlent le gouvernement et évaluent les politiques publiques. On est exactement dans notre travail, dans notre couloir.
Et pourtant, Jean-Philippe de Rosier, pendant 6 mois, on a vu les sénateurs marcher sur des œufs. Il ne fallait pas empiéter le domaine judiciaire. Ça a été 6 mois compliqués, notamment dans la formulation des questions des parlementaires. Oui, en effet, on a beaucoup invoqué le principe de séparation des pouvoirs pendant ces 6 mois de commission d'enquête, et à juste titre, parce que c'est un principe fondamental de notre démocratie qui doit être respecté. Mais au début, il était invoqué différemment qu'il ne l'a été dans cette dernière phase. Parce qu'au début, on se souvient, les collaborateurs du président de la République venaient à vos auditions en disant « je suis ici sur autorisation du président de la République » ou quelque chose dans de cette formule. Et sous-entendu, nous tolérons à la présidence de la République que vous enquêtiez, vous, parlementaires, sur notre fonctionnement, alors que vous étiez parfaitement dans votre rôle. Le pouvoir législatif, et le Sénat en relève, peut contrôler le pouvoir exécutif, et la présidence de la République en relève. Elle n'est pas immunisée contre un contrôle constitutionnel. Et ensuite, il y a eu, avec l'audition d'Alexandre Benalla, en septembre, et encore peut-être davantage celle de lundi, la question de la séparation des pouvoirs à l'égard de l'autorité judiciaire. Parce qu'une commission d'enquête, nous le savons, ne peut pas intervenir, ne peut pas enquêter sur des faits qui font l'objet d'une information judiciaire. Et si une information judiciaire est ouverte en cours de commission d'enquête, alors elle doit cesser son travail à l'égard de ces faits précis. Et sur la question des passeports, en particulier, étant donné qu'il a été mis en examen pour la détention et l'usage de ces passeports diplomatiques, je crois qu'on était là vraiment à la limite de cette évolution à laquelle on assiste depuis une vingtaine d'années au Parlement, où les commissions d'enquête sont créées de façon un petit peu extensive sur des faits qui sont assez connexes à des faits qui font l'objet de poursuites. Alors toujours selon une interprétation qui permet justement de valider leur création par la chancellerie, mais c'est vrai que là on était peut-être vraiment à la limite de ce qui était admissible. Mais vous avez senti ces difficultés, Muriel Jourda, vous, quand vous meniez toutes ces auditions, justement, pour ne pas empiéter le travail de la justice, sur le travail de la justice? Je crois que nous avons été extrêmement attentifs aux principes, effectivement, qui viennent d'être énoncés par le professeur de Rosier, mais je pense que nous avons atteint le but, c'est-à-dire que, notamment, Alexandre Benalla étant mis en examen pour des faits de violence le 1er mai, nous ne l'avons jamais interrogé sur ce point et nous avons été tout à fait attentifs. Nous l'avons été tout autant lors de la dernière audition. Et je dois dire que la position d'Alexandre Benalla était parfaitement discutable. D'abord parce que lorsque je lui pose une question de savoir pourquoi il détient 4 passeports, je ne vois pas en quoi c'est constitutif d'une infraction, ça pourrait l'être, et en quoi ça serait couvert à un moment ou à un autre par une information qui n'existe pas sur ce point. Et puis, je dirais, c'est quand ça l'arrange qu'il invoque ces principes, parce qu'il va commencer, rappelez-vous, son propos liminaire, par nous parler longuement des faits du 1er mai, dont je viens d'indiquer que non seulement nous ne pouvons pas en être saisis, mais qu'il devrait normalement être couvert par ce principe de séparation des pouvoirs qui a été invoqué. Et pourtant, il en parle extrêmement longuement parce qu'il est en train de mettre en œuvre sa défense publique. Donc, je ne suis pas sûre d'une grande bonne foi de la part de M. Benalla dans cette invocation des principes que je pense que nous avons respectés jusqu'au bout. Alors l'objet de la commission d'enquête, c'était de montrer les dysfonctionnements de l'Élysée. On sait que depuis quelque temps, il y a une sorte de mea culpa qui est en train de se faire avec un changement de ton et notamment de la part du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Je vous propose de l'écouter, c'était dimanche sur Europe 1. On ne va pas tourner autour du pot. Il y a eu des dysfonctionnements et il faut les régler. Il y a eu des dysfonctionnements à l'Élysée, et d'ailleurs c'est ça qui a appelé la réorganisation des services que le président de la République a mis en place rapidement. Avec on attend un toujours nouveau... d'ailleurs qu'elle se termine. Oui, enfin ça prend un peu de temps, vous avez 900 personnes, il y a des habitudes qui sont très anciennes. Une question sur les voyages. On n'a pas des ambassadeurs à l'étranger qui, à un moment donné, on sait qu'Alexandre Benalla a rencontré des hauts dignitaires, il n'y a personne pour alerter? Je le dis. D'abord, ne croyez pas que nos ambassadeurs sont alertés de tout en permanence. Quand vous êtes ambassadeur dans un pays étranger, vous n'avez pas la totalité des listes des gens qui rentrent dans le pays, donc il faut arrêter les fantasmes. C'est pas le bureau des légendes, hein. On va un peu baisser le niveau d'intensité. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements, que l'enquête va permettre de les déterminer, que l'enquête, elle est parlementaire, et les auditions reprennent demain, vous l'avez dit, qu'il y a aussi une mise en examen qui permettra aussi aux juges et à l'autorité judiciaire de se faire son avis et de dire les responsabilités des uns et des autres qui permettront, entre autres, de faire que ces dysfonctionnements n'arrivent plus. Ils sont insupportables et incompréhensibles pour les Français. Incompréhensible pour les Français. Ça, c'est une première victoire pour le Sénat. Esther Benbassa, on voit cette réorganisation des services opérée par l'Élysée en pleine commission d'enquête parlementaire. C'est une étape.
Mais on ne sait pas plus. Vous savez, cette personne a quand même a été cette fois-ci un peu discrète. Mais tout était préparé, il avait des réponses toutes faites. Il a été même un peu insolent, je trouve, même un peu beaucoup. Puis l'Élysée l'a lâché quand même à la dernière audition de M. Stroza, c'était un peu le lâchage. Là, il a pris un autre ton, hein, il n'avait pas l'air sûr de lui, hein, il ne faut pas croire. Là, moi, j'étais pas loin, vous aussi, vous avez vu qu'il était embarrassé. Ses réponses étaient préparées, son avocate lui écrivait sur le cahier. Moi, je trouve que on ne connaît pas. Peut-être qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans cette histoire, mais le personnage est extraordinaire et imprécis et je crois qu'il avait beaucoup de relations, des contacts très proches pour pouvoir agir à sa guise de cette façon-là. Il me dit, je pose la question sur le visa pour le Tchad, pour avoir pour un passeport diplomatique ou de service un visa pour le Tchad, il faut qu'il y ait une note du ministère ou du protocole. Lui, il dit, en vous regardant comme ça, il dit « Ah non, je suis rentré sans visa ». Ça veut dire qu'on est allé le chercher au pied de l'avion. Enfin, ce sont les autorités tchadiennes, enfin, ou disons l'entourage du président du Tchad. On vient le chercher, bien sûr, il n'a pas besoin ni de passeport, ni de visa d'ailleurs. Donc, écoutez, c'est quand même, les ramifications sont larges. Des protections. Des protections, bien sûr. Oui. On voit qu'on est face à une personnalité complexe, hein, qui est assez déconcertante. Malgré tout, pendant un temps, on a voulu nous montrer peut-être la dérive personnelle d'un homme seul. Au-delà de ça, il y a quand même peut-être des complicités, vous savez, des dysfonctionnements. Cette affaire est grave. Elle est grave et heureusement qu'il y a un Sénat dans ce pays. Parce que la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale a explosé en vol. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. Nous continuons notre travail, nous le mènerons jusqu'au terme avec beaucoup de ténacité, voyez-vous. Et de sérénité. Et de sérénité, absolument. Et je voulais dire à cet égard que si vous regardez les auditions de la semaine dernière, de M. Stroda, M. Castaner et M. Le Drian d'un côté, les auditions de M. Kras et de M. Benalla de l'autre, il y a un grand nombre de contradictions. Mais il y a un point qui est commun, c'est que toutes ces auditions montrent qu'il y a eu de très lourds dysfonctionnements à l'Élysée, dans les ministères, peut-être dans des ambassades, etc. Et ça, ce n'est pas acceptable, parce que c'est quand même la présidence de la République de la 6e puissance du monde. Et il n'est pas normal que se passent des choses aussi simples. Voyez-vous l'histoire du téléphone crypté, dont le Canard enchaîné nous rappelle ce matin qu'il fait partie du secret défense. Voilà que M. Benalla part de l'Élysée le 31 juillet. Il faut attendre le 4 octobre pour qu'on se rende compte que le téléphone s'est volatilisé. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'on fait? Le bon sens, c'est de demander à M. Benalla de le rendre. Ben non, on ne fait rien. Et jusqu'au mois de janvier, il garde ce téléphone. C'est un petit exemple, mais d'une masse de dysfonctionnement. Et l'usage 23 fois du passeport. Et je termine pour vous dire, il y a un point très important qu'on a méconnu. Lorsque vous exercez une fonction de haut fonctionnaire ou une fonction importante dans un cabinet, comme c'était le cas, quand vous quittez la fonction, vous devez absolument prendre contact avec la commission de déontologie. Et vous ne pouvez exercer une autre fonction, un autre travail, que si la commission de déontologie a dit qu'il n'y avait pas conflit d'intérêt avec ce que vous connaissiez auparavant. Or, M. Benalla est payé pendant 1 mois par une entreprise qui a été créée pour les besoins de la cause. Il ne nous dit pas ce qu'il fait. Il aurait déjà dû le dire à la commission de déontologie. Ensuite, il est employé pour des services internationaux. On ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il refuse de le dire et il n'a toujours pas saisi, me semble-t-il, la commission de déontologie. Donc c'est totalement aberrant. Vous comprenez, Delphine Girard?
quelqu'un qui est mis à pied pour faute lourde de l'Élysée et qui se retrouve après dans le bureau de 3 ou 4 chefs d'État pour parler de diverses choses. Ça a un côté quelque peu ahurissant. Donc c'est normal qu'on dise tout ça, c'est un peu détraqué, c'est déglingué, ça ne va pas. Donc beaucoup de dysfonctionnements que la commission d'enquête parlementaire a mis en travailler lumière. là-dessus, mettre en lumière pour faire des propositions afin que ça ne recommence pas. Sur cet aspect, Jean-Philippe de Rosier, de dérive personnelle, il y a quand même aussi peut-être une responsabilité d'Alexandre Benalla lui-même. Il a reconnu des erreurs, des manquements qui ont mis, Jean-Pierre Sueur le rappelait à l'instant, de véritables dysfonctionnements en lumière. Oui, mais je crois qu'il faut distinguer un certain nombre de choses. Et autant j'admire véritablement la façon dont la commission des lois, son président, leurs rapporteurs sur cette affaire ont mené leurs travaux, autant je crois que il y a peut-être des frontières qui ont été un tout petit peu dépassées. Parce que, rappelons-le, alors j'ai plus l'intitulé précis en tête parce qu'il est assez long, mais il me semble que cette mission d'information porte sur le concours des personnes qui n'appartiennent pas aux forces de l'ordre dans la protection des très hautes personnalités, et notamment le président de la République. Alexandre Benalla est concerné par cette situation, mais une fois qu'il quitte l'Élysée, il ne l'est plus, parce que ne participe plus à cela. Et les activités qu'il a pu mener, une fois qu'il a quitté son travail, elles peuvent être en lien. Elles peuvent Surtout être en lien. si on ne nous en dit rien. Si lui, il soutient que ce n'est pas le cas, il n'a pas forcément à vous répondre sur... Alors la commission de déontologie, là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais sur ces activités d'aujourd'hui, je ne suis pas certain que ça rentre dans le champ de compétences de la commission. Sur la réorganisation, enfin les conséquences de cette affaire et de la commission d'enquête quant à la réorganisation de l'Élysée, ce n'est que une analyse plus qu'une information, mais je ne suis pas certain que ce soit complètement lié. En ce sens que je ne suis pas certain que la commission d'enquête soit la cause de cette réorganisation. C'est peut-être l'inverse, parce que justement le rôle qu'exerçait Alexandre Benalla au sein de l'Élysée, qui était un rôle de garde du corps, entre guillemets, alors qu'il est officiellement adjoint au chef de cabinet, supposait peut-être qu'il y ait en préparation déjà une telle réorganisation des services de l'Élysée qui là éclate au grand jour et qui est peut-être menée de façon différente de ce qui devait être le cas auparavant. Et je terminerai sur un dernier point, parce qu'on a démarré cette séquence sur le propos de Benjamin Griveaux, où l'on voit effectivement nettement une évolution. On se souvient au mois de septembre de la prise de position d'un certain nombre de membres du gouvernement, dont le susdit Griveaux, et en particulier la garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui était un petit peu donneur de leçons, une dissertation qui n'est pas vraiment digne d'un professeur de droit. Nous ne le dirions pas, vous pouvez le dire, mais nous à ne l'égard nous permettre du rôle pas. de la commission d'enquête sur le pouvoir judiciaire. Et là, on voit que vraiment, il y a un changement de posture qui traduit sans doute un certain mal-être vis-à-vis des évolutions des travaux de la commission d'enquête. Muriel Jourda, je voudrais vous faire réécouter un extrait de l'audition d'Alexandre Benalla lundi. Lui, il dit au contraire, eh bien, je n'ai aucun secret sur personne, je ne fais pas de chantage. Écoutez. Je ne détiens aucun secret. Aucun secret sur qui que ce soit. Je ne fais aucun chantage. On essaye d'expliquer un certain nombre de dysfonctionnements de la part de l'État, un certain nombre de négligences et d'erreurs et de fautes de ma part que je reconnais devant vous, que je reconnais devant la justice, et j'assume mes responsabilités. Mais il ne faut pas en déduire que tout ça, au final, est dû à un secret ou des secrets que je détiendrai. Je ne détiens aucun secret. J'avais une fonction claire que je vous ai exposée. Le 19 septembre, j'ai rempli ma mission de manière claire et je ne suis pas parti avec des secrets sur qui que ce soit. Et j'essaye juste de reprendre une vie normale et de me refaire par moi-même sans demander l'aide de personne. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur Benalla. Muriel Jourda, vous l'avez senti sincère parce qu'il y a cette question de la véracité de ses propos. Est-ce qu'il a menti devant la commission d'enquête parlementaire, Alexandre Benalla ?
Écoutez, je ne saurais pas comment sonder les reins et les cœurs, et ça n'est pas mon rôle de disserter sur la sincérité d'Alexandre Benalla. Nous, on se fie à des déclarations, à des faits, à des éléments dont nous avons demandé le complément par écrit que nous analyserons. Après, la difficulté, si vous voulez, pourquoi est-il obligé de dire ça? Honnêtement, ça ne sera pas notre rapport, parce qu'encore une fois, il ne porte pas là-dessus. Mais bien sûr que le comportement des protagonistes a alimenté cette idée qu'Alexandre Benalla était protégé et avait quelque chose à cacher, en tout cas qu'il bénéficiait effectivement de cette protection. D'abord parce que il y a eu des faits, les faits du premier pour lesquels il a été faiblement sanctionné tout de même, alors même que tous les protagonistes de l'Élysée les ont qualifiés assez fortement, ces faits, a posteriori. Donc on se dit, voilà une sanction bien faible par rapport à des faits qu'on nous a déclarés comme inadmissibles. Et puis ensuite, après nous avoir... à longueur d'audition, dit quasiment qu'il avait commis une faute détachable du service, c'est-à-dire que c'était bien un membre de l'Élysée, mais ce qu'il avait fait, il ne l'avait pas fait au titre de l'Élysée. Ensuite, et le professeur de Rosier vient de le rappeler, tout le gouvernement est monté au créneau lorsque nous avons souhaité l'interroger, et y compris le président de la République qui a appelé le président du Sénat sur le rôle de la commission d'enquête. Donc, c'était assez compliqué de rendre conciliables ces deux versions qui consistaient à dire voilà quelqu'un qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Élysée lorsqu'il se comporte mal, et la protection en quelque sorte du gouvernement au moment où on souhaite l'entendre. Donc, je ne sais pas s'il est sincère, mais en tout cas, il répond à une vraie préoccupation du public qui s'est demandé pourquoi y a-t-il ce comportement et ces réactions lorsqu'on veut écouter Alexandre Benalla. Ça a impacté, modifié les rapports du Sénat et de l'exécutif, cette commission d'enquête parlementaire. Esther Benbassa. Je ne sais pas. Enfin, je n'ai aucune preuve. Toutefois, c'est quand même, il y a des problèmes. Je ne sais pas s'il a des secrets, peut-être qu'il n'en a pas. Mais enfin, au départ, ce monsieur était soupçonné d'avoir aidé à l'organisation d'une sécurité privée. Nous, les policiers, les syndicats de police que nous avons entendus, nous avaient dit, souvenez-vous, qu'il les terrorisait. Hein, on a entendu ce mot. Mais enfin, en tout cas, là, il y a quand même un changement dans l'attitude de l'Élysée. Et puisqu'on se souvient que M. Collomb semblait ne pas le connaître. Puis quelques minutes après, on a eu sur les réseaux des photos avec M. Benalla, Collomb et M. Benalla. En tout cas, je ne sais pas, le rapport va être fait, donc on sera fixé. Mais toutefois, sur les réseaux et parmi les gens que je rencontre dans la rue qui me parlent, les gens sont insatisfaits. Ils disent, voilà, vous auriez dû avoir des réponses, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je crois que les gens croient que nous sommes des juges. Ouais. Les gens sont insatisfaits, mais l'exécutif est peut-être soulagé, Jean-Philippe de Rosier, de voir les travaux de la commission d'enquête s'arrêter. Ça a pu gêner aussi l'exécutif de voir ces auditions toutes publiques. Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas membre de l'exécutif. Sur le rapport entre le Sénat et l'Élysée. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la commission d'enquête du Sénat est allée jusqu'au terme de son travail, parce qu'elle ne peut durer que 6 mois maximum, et nous sommes au 23 janvier. On peut encore convoquer quelqu'un jusqu'à minuit. En effet, oui. Aujourd'hui. Oui. Alors, je vais faire attention à ce que je dis, monsieur le rapporteur, pour éviter, même si je suis sur place, donc nous pouvons juste traverser et nous rendre dans la salle. Donc, elle est allée jusqu'au bout de son travail, et l'on voit à quel point, je sais que je ne parle pas de l'exécutif, mais en réalité les deux sont liés, à quel point l'Assemblée nationale, qui justement est liée à l'exécutif, avait en réalité tout fait pour que ce ne soit qu'une réponse purement politique qui capote immédiatement. Elle avait été créée pour 1 mois, fin juillet, donc pour le mois d'août. Enfin bon, on voyait bien que ça n'avait pas vocation à servir ce pourquoi c'est censé être fait, à savoir le contrôle du pouvoir. Maintenant, est-ce que les rapports entre le Sénat et le pouvoir exécutif sont altérés ou sont modifiés ? Bon, je crois que depuis le début du quinquennat, ils n'ont pas été des plus sereins. Je n'ai pas l'impression, en tant qu'analyste, que le président de la République nourrisse la plus grande amitié, sympathie à l'égard des sénateurs, parce que ce sont un petit peu un caillou dans la chaussure, ce sont ceux qui discutent, qui ralentissent la procédure parlementaire, qui s'opposent à la révision constitutionnelle. Je ne dis pas que c'est effectivement le cas, mais vous savez, monsieur Sueur, que je suis un grand défenseur du Sénat, et ça ne changera pas. Je dis ce qu'il pourrait être, et j'emploie le conditionnel, dans l'esprit de l'exécutif. Et lorsque l'on voit
projet de loi constitutionnel qui a été déposé, on voit à quel point est-ce qu'il avait vocation à encadrer le Sénat, le diminuer dans ses prérogatives pour peut-être à terme le faire disparaître. Donc je crois que les rapports ont toujours été pas forcément des plus sereins justement et que cette affaire ne fait que persévérer. Il y aura un avant et un après l'affaire Benalla, c'est ce qu'on peut dire. Muriel Jourda, je vous donnerai la parole ensuite Jean-Pierre Sueur. Est-ce qu'il y aura unanimité a priori de la commission des lois sur les préconisations du rapport ou est-ce qu'il y a déjà quelques divergences de vues qui ont émergé ? Vous me demandez de lire dans le marc de café, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore rédigé nos conclusions, que vous voudriez savoir quel est l'avis de nos collègues à qui on les a par définition pas présentés. Je ne saurais vous le dire. Nous verrons, nous en discuterons à une date qui n'est pas encore fixée, hein, puisque vous vous doutez qu'avec des auditions qui viennent de terminer, nous n'avons pas fini de rédiger notre rapport. Donc nous aviserons le moment venu, mais je veux dire que je suis bien incapable de vous donner des conclusions avant terme. Jean-Pierre Sueur, sur l'état d'esprit de cette commission d'enquête, il y a eu... quand même, je pense, unanimité lors de tous les travaux et de toutes les auditions. Mais l'état d'esprit, vous savez, nous ne faisons pas de politique. Alors quand je dis ça... on a du mal à vous croire, Jean-Pierre. On a du mal, mais nous faisons de la politique tous les jours. Ah oui, nous faisons dans l'hémicycle. Mais non, mais Esther Benbassa, dans l'hémicycle, chacun défend sa position. Et vous voyez, nous sommes ici 3 sénateurs, nous appartenons à 3 groupes politiques différents. Et donc, nous avons des débats tout le temps. Mais pour ce qui est de la commission d'enquête parlementaire, quand je dis que nous ne faisons pas de politique, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est que nous nous réunissons à 3 très souvent, presque tous les jours, et nous sommes solidaires par rapport à une chose qui est essentielle, trouver la vérité, trouver tous les dysfonctionnements, faire ça en toute transparence devant les Français, parce que c'est ça la démocratie. Vous voyez qu'il puisse y avoir des débats et que quand il y a des choses qui dysfonctionnent, eh bien, on ne les met pas sous la poussière, on ne les met pas sous le boisseau. Je finis en une phrase. Voyez-vous, nous avons reçu le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet, le chef de cabinet. Ils nous ont dit tous les 3, M. Benalla n'exerce aucune mission de sécurité. Vous vous rendez compte ? Après, on s'est rendu compte qu'il avait un port d'armes. Pourquoi ? Parce qu'il exerce une mission de sécurité. Ouais. Après, nous nous sommes rendus compte qu'il était dans un petit groupe pour préparer la stratégie de sécurité. Et la sécurité est apparue partout, y compris quand il était le garde et sur aussi la question on se rend compte du mensonge, du parjure qui sera évoqué peut-être. On sait qu'il y a certains sénateurs qui demandent. Écoutez, nous traiterons de cette question, nous l'avons déjà dit un grand nombre de fois. Cette question sera traitée lors de la remise du rapport, et la commission des lois aura à statuer quand elle aura lu, quand elle aura vu, connu le rapport. Eh bien, et les propositions de conclusion que nous ferons. Merci Jean-Pierre Sueur, merci à vous Esther Benbassa, merci à Muriel Jourda, merci Jean-Philippe Derosier. Avant de se quitter, on va retourner une dernière fois en séance où nous attend Alexandre Poussard. Et cette fois, c'est une proposition de loi sur la santé visuelle des personnes âgées en EHPAD qui vient d'être adoptée. Oui Delphine, cette loi part d'un constat alarmant. 40% des personnes âgées de plus de 78 ans vivant en EHPAD n'ont pas de lunettes adaptées à leur vue. Alors ce texte qui a déjà été adopté par l'Assemblée nationale permet aux opticiens, aux fabricants de lunettes de réaliser des examens optiques directement dans les EHPAD. Car le problème c'est que beaucoup de résidents d'EHPAD n'ont pas la possibilité d'aller en ville pour avoir accès à ces soins optiques. Le Sénat a donc adopté cette proposition de loi, cette expérimentation, mais sans grand enthousiasme. Car pour les sénateurs, il faut une réforme en profondeur de la filière des soins ophtalmologiques et ils estiment que cette mesure n'est qu'un sparadrap sur une blessure. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 16h30 pour une nouvelle édition de Sénat 360. Très bonne soirée à tous. L'affaire russe fait trembler Washington. Depuis 20 mois, le procureur Mueller enquête sur les liens entre Moscou et la campagne de Donald Trump. Avec quelles conséquences ? Le président américain peut-il être inquiété au cours de son mandat ? Sera-t-il fragilisé ou au contraire galvanisé dans la course pour sa réélection ? Ce sera notre débat de la semaine dans Un monde en doc. Un monde en doc, samedi à 21h sur Public Sénat.
tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo, ici au Parlement européen à Bruxelles. C'est le feuilleton qui tient l'Europe en haleine. Bien sûr, nous allons évoquer le Brexit, nous allons parler des différents scénarios qui circulent dans la capitale européenne. Nous ferons le point avec notre invité, Gabriel Grésillon, le correspondant des Échos en charge du Brexit. Et puis dans la seconde partie d'Europe Hebdo, on restera au Royaume-Uni puisque nous irons à Londres voir comment fonctionne le péage urbain avec nos invités, eurodéputés, journalistes, spécialistes des transports. Nous nous demanderons ce que propose l'Union européenne pour réduire la pollution automobile. Mais tout de suite, un point donc sur les derniers jours très compliqués de Theresa May, la première ministre britannique. Il n'y a toujours pas d'accord sur le Brexit. Regardez. La date fatidique du 29 mars se rapproche inexorablement. Et pourtant, le Royaume-Uni n'a toujours pas choisi comment sortir de l'Union européenne. Mardi 15 janvier, l'accord présenté par Theresa May a été largement rejeté par les députés britanniques. As many as are of that opinion say aye. 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 Of the contrary, no. Encore un échec pour la première ministre. Les journaux titrent sur une défaite historique, une humiliation complète. Le lendemain, mercredi 16 janvier, c'est une motion de défiance que Theresa May doit à présent affronter. Le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, réclame sa tête. Ce gouvernement ne peut pas gouverner. Il n'arrive pas à obtenir le soutien du Parlement sur la question la plus importante à laquelle notre pays est confronté. Tous les premiers ministres précédents dans cette situation auraient démissionné et convoqué des élections. 19 voix seulement permettent à la chef des conservateurs de rester aux commandes. Elle appelle à une reprise du dialogue avec l'opposition. Je suis heureuse que cette Chambre ait exprimé sa confiance envers le gouvernement ce soir. J'ai proposé une série de rencontres entre les parlementaires et des représentants du gouvernement au cours des prochains jours. Je voudrais inviter les dirigeants des partis représentés ici à me rencontrer individuellement et je souhaite lancer ces rencontres dès ce soir. Mais entre les Brexiteurs qui veulent sortir de l'Union sans accord et les travaillistes qui ne veulent pas en entendre parler, les marges de manœuvre pour Theresa May sont étroites. Un plan B, elle n'en a pas vraiment. Donc pour elle,